tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain Bazin qui est un spécialiste de course de trail et également un coureur de fond. Donc si vous ne connaissez pas Sylvain Bazin, tu étais premier de l'Ultra Trail de l'Atlas en 2005 et 2007. Tu étais premier du Trail du Miasson en 2008 et 2009. Tu as été premier dans pas mal de différents trails. Tu as également 20 ultra-marathons en 2010 sur 4 continents. Tu cours un petit peu partout sur toute la planète. Et je voulais un petit peu que tu nous expliques ta passion du trail, des courses en nature, et que tu nous racontes un petit peu tes débuts dans la course à pied jusqu'à aujourd'hui pour nous évoquer comment ça t'est venu à l'esprit de courir un peu partout sur le globe. Salut Sylvain. Salut Maxence, écoute, la course à pied et moi, c'est une longue histoire en fait, hein. En fait, j'ai toujours couru parce que quand on est enfant, on court pour jouer. Et puis moi, c'est vrai que j'ai jamais arrêté. J'ai commencé la compétition à l'âge de 11 ans, assez classiquement, hein, par la piste et le cross. Et ensuite, j'ai continué par les compétitions scolaires au départ, et puis ensuite dans un club d'athlétisme. Après, j'ai rapidement fait en fait un peu de tout. J'ai toujours touché à tout. Des cadets, je faisais des courses sur route, donc des 10 km. Ensuite, en junior, j'ai fait déjà des semi-marathons, quelques courses nature. Et puis après, en espoir, j'ai continué sur le marathon, sur la piste. Je faisais un peu tout parallèlement. Et puis également déjà en trail, et notamment, j'avais couru les Templiers dès 1999, donc dès 21 ans. Donc ensuite, ma pratique, elle a évolué avec le temps, avec ma disponibilité, puis surtout mes envies, quoi. Je me suis jamais interdit de faire les choses que j'avais envie de faire et qui m'attiraient le plus. Et donc c'est vrai que progressivement, je suis allé de plus en plus vers des épreuves en nature, qui m'ont ensuite permis un peu de découvrir plein de pays. Donc par le biais du trail, par le fait aussi que je suis devenu journaliste spécialisé dans la course à pied, dans le trail, dans l'aventure et puis dans l'outdoor. Donc c'est vrai que c'est tout un parcours, quoi, en fait. D'accord. Et à partir de quel moment tu t'es dit je vais me lancer dans les courses longue distance? Parce que tu as fait des 10 km, des semi-marathons, des marathons, mais à partir de quand tu t'es dit je vais me lancer dans des courses de très longue distance Alors en fait, c'est venu progressivement, mais j'ai toujours été attiré quand même par le long, parce qu'en fait, dès les petites catégories d'âge, disons, je faisais toujours les distances un peu les plus longues. Donc c'est vrai qu'en cadet, je faisais du board, en junior, je faisais du semi-marathon, puis je suis assez vite monté sur marathon. Ma première course au-delà du marathon, c'était en 99, donc à 21 ans, et c'est vrai que ça m'a quand même tout de suite attiré, même si j'ai poursuivi en fait un peu en parallèle. Je faisais encore de la piste, même des distances assez courtes, hein, même du 800, du 1500, jusqu'aux années, je dirais 2005-2006, où là en fait j'avais aussi des contraintes qui ne me permettaient plus non plus de progresser vraiment sur les distances inférieures. Et là du coup je me suis vraiment dit allons vers les choses qui m'attirent le plus et qui peuvent m'apporter le plus aussi sur le plan personnel, je pense. Donc du coup après il y a eu un peu une escalade, disons, de distances vraiment longues, et puis ensuite ça a aussi été des occasions, des rencontres. Et puis c'est vrai que le trail c'est aussi une grande famille, donc on a un peu envie d'aller découvrir les endroits dont les gens nous parlent, etc. Donc ça c'est un peu fait comme ça, mais c'est vrai que c'était à la base, je pense, une vraie attirance pour le long, parce que ça permet un peu un voyage intérieur qui est peut-être un peu différent quand même des distances plus courtes. Exactement. En plus, tu as couru en Mongolie, au Brésil, en Égypte, un petit peu partout sur la planète. Et Oui, oui, tout à fait.
Et quelle est pour toi la course que tu as trouvée la plus difficile? Quelle est Alors la bah, la course où tu plus, t'es dit waouh, c'est vraiment hallucinant la difficulté de l'épreuve. Alors après, bah, il y a des courses où je souffre beaucoup parce que j'ai du mal à supporter la chaleur, par exemple, des choses comme ça. Mais après, je pense quand même que la course à laquelle j'ai participé, qui reste la plus difficile, en tout cas qui est je pense la plus réservée vraiment à des coureurs très très entraînés, très particuliers, c'est l'Himal Race au Népal, en Himalaya, parce que là c'est une course quand même de 1000 km, donc par étape. Hein. La dernière édition, donc c'était en 2010. On est allé en fait du Mont Kailash au Tibet jusqu'aux Annapurna, donc 23 étapes, 1000 km sur 26 jours, hein, parce qu'il y a quand même eu quelques jours de repos. Mais bon, en traversant quand même des endroits vraiment vraiment sauvages, et puis avec quand même de l'altitude, hein, des passages à 5700 mètres, qui sont toujours un peu durs à gérer, et puis vraiment en autonomie, donc avec un sac qui pèse quand même assez lourd, qui peut monter jusqu'à 10-12 kilos, donc là c'est vraiment vraiment un effort très exigeant quand même. Mais bon, qui m'a vraiment beaucoup plu et puis qui justement m'a pas mal influencé sur la suite que je veux donner à ma pratique, puisque là je me tourne davantage vers des défis personnels. Là, je reviens juste en fait d'un voyage à pied en fait, tout seul là sur le chemin de Saint-Jacques où j'ai fait 2000 km à peu près en 40 jours, donc entre 40 et 70 km par jour, en autonomie avec un sac de 7 à 8 kilos. Donc bon, c'est davantage maintenant de la marche rapide, du trekking accéléré, on va dire, que purement de la course ou du trail. Mais enfin, voilà, c'est ce qui m'attire le plus maintenant. Et c'est vrai que l'Himal Race, de ce point de vue-là, c'était une course clé. Et je pense quand même des courses organisées, en tout cas, qui existent, c'est sans doute la plus exigeante. D'accord. Et quand tu fais des courses aussi exigeantes comme le Népal, quels sont un petit peu tes différents types d'entraînement pour arriver à un jour accéder à ce type d'épreuve? Pour se dire, je souhaite participer à cette épreuve, mais évidemment, quand on souhaite participer, c'est au moins pour le finir. Et quels sont tes Oui. différents types d'entraînement par rapport à ce genre d'épreuve très exigeante? Et ben en fait, mon entraînement, c'est vrai il a pas mal évolué également au fil des années. Après, je pense que sur ce type d'épreuve, c'est beaucoup une expérience globale, un foncier global qui va jouer. Donc c'est vrai que pour des gens comme moi qui ont commencé la course à pied très très jeunes, qui ont toujours couru, on a quand même une base de foncier qui est vraiment vraiment importante. Et je pense que c'est quand même la clé pour réussir sur ces épreuves-là. Donc c'est vrai que moi après, bon, mon entraînement il a évolué vers finalement de plus en plus d'endurance pure. Hein. Là je fractionne pratiquement plus. Voilà quoi, je me contente un peu de longues sorties, enfin ou de footing. Hein. Tous les jours je fais quand même, enfin pratiquement tous les jours quand j'ai le temps je vais courir de toute façon quoi. Alors après ça peut aller de simple footing de 30 minutes jusqu'à des sorties très longues. Il y a également une spécificité montagne aussi qu'il faut prendre en compte sur pas mal d'épreuves, notamment en trail, hein, parce que ça se déroule quand même majoritairement en montagne, même si moi je l'ai pratiqué dans différents milieux, mais c'est vrai il faut un peu adapter son entraînement au terrain où va se dérouler la course. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi j'ai longtemps habité en région parisienne et c'était souvent plus compliqué d'aller trouver du dénivelé, d'aller faire un entraînement un peu spécifique, montée, descente dans ces coins-là que dans les Alpes où j'habite actuellement. Bon, là c'est assez facile finalement de pouvoir simuler un peu les conditions de course. Mais je pense que pour ces ultra trails, en tout cas le foncier global a un très très grand rôle. Après, bon, on peut évidemment, je pense, ajouter quelques séances spécifiques de fractionner, notamment en nature. Hein, pour ceux qui veulent aller vite. Mais je dirais que pour terminer ce type d'épreuve, il faut se construire un foncier important, quoi. Et si j'avais un conseil à donner aux coureurs qui voudraient se lancer, c'est quand même d'y aller relativement progressivement et puis également d'acquérir de l'expérience sur des courses en augmentant un peu la distance des courses progressivement.
pas forcément aller tout de suite vers un 160 km, mais passer par une course de 40, une course de 70, apprendre aussi la gestion de l'effort, l'hydratation, les ravitaillements, parce que ça c'est tout un paramètre à gérer qui est quand même à prendre en compte aussi sur ce type de course et ce type d'effort. D'accord. Ouais, l'idéal, c'est de commencer tranquillement avec un petit trail à 14 km, 20 km, 30 km, ce qui est déjà pas mal pour une première fois. Et ça permet un petit peu de prendre vos gammes, de savoir un petit peu ce que vous ressentez sur ce type d'épreuve. Et ensuite, petit à petit, augmenter vos différents entraînements pour arriver à faire ce genre d'épreuves, comme tu l'as évoqué, des 160 km ou des différentes épreuves avec une semaine où l'on court tous les jours. Oui, tout à fait. Ouais, je pense qu'il faut quand même garder une notion de progressivité et puis également dans l'entraînement, je pense qu'on peut, en tout cas pour l'ultra trail, pour améliorer le foncier, on peut inclure pas mal de marches, de randonnées en montagne. C'est quand même quelque chose qui donne de la caisse, comme on dit. Donc et puis bon, c'est quand même aussi des épreuves où finalement, à part une très très petite minorité de gens, et encore même l'élite, hein, dans les côtes, on marche beaucoup. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à travailler au niveau de la marche en côte, de l'efficacité à marcher. Donc voilà, il y a tous ces petits paramètres-là, je pense qu'ils peuvent être vraiment intéressants. Après, bon, il y en a qui rajouteront aussi du vélo, des choses comme ça, des activités moins traumatisantes et qui peuvent développer le système aérobie. Moi, je le fais assez peu, un peu par manque de temps, de matériel adapté et tout. J'ai quand même tendance à faire pratiquement 95% de mon entraînement à pied, quoi. D'accord. Et du coup, comment tu fais un petit peu pour t'organiser à faire des séances entre guillemets de montagne pour arriver à habituer ton organisme sur le plan musculaire à encaisser des grosses côtes, des gros efforts? En fait, là c'est vrai que bon, maintenant que j'habite dans les Alpes, bon c'est relativement simple puisque j'ai la montagne juste à côté de chez moi. Après, Parfait. c'est vrai que ouais, c'est quand même le mieux. Et puis bon, c'est vrai que avant, ouais, quand j'habitais en région parisienne, j'essayais de trouver des côtes les plus adaptées. Alors après, c'est vrai que c'est quand même différent de répéter 10 fois 50 mètres de dénivelé ou d'en faire 500 d'un coup, quoi. C'est quand même pas tout à fait le même type d'effort, mais bon, je pense que pour les gens qui habitent dans des zones qui sont un peu moins adaptées, il faut malgré tout essayer de trouver ce qui ressemble le plus, quoi, et quitte à faire des répétitions un peu laborieuses, mais je pense que ça peut quand même vraiment aider parce qu'il y a une vraie spécificité à grimper, voilà. Et puis il y a également l'adaptation technique un peu de la foulée, du pied sur des terrains qui sont pas forcément évidents, dans les pierres, etc., quoi. Mais bon, pour ça, on peut aussi pas mal se servir des courses, en fait, comme tremplin de préparation, notamment quand on habite dans un terrain un peu moins, dans une région un peu moins adaptée. Le fait d'avoir des courses de préparation qui se déroulent en montagne, ça peut pas mal aider, quoi. D'accord, j'imagine. J'ai jamais fait de course de trail encore à l'heure actuelle, mais j'imagine Ouais, l'exigence et les différents entraînements qu'il faut avoir pour arriver à faire de telles épreuves. Et aussi, tu nous as parlé il y a quelques minutes que tu avais un équipement qui pouvait aller jusqu'à 12 kilos. Explique-nous oui. en détail quel est l'équipement pour courir des trails qui sont très très longs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 12 Alors là, en kilos? fait, là, c'est vrai que c'était le cas de courses vraiment en autonomie. Donc là, par exemple, quand je suis parti sur le Saint-Jacques, bon, j'avais forcément plusieurs t-shirts quand même de rechange, manches longues, manches courtes, une tenue pour le soir parce qu'il faut quand même se changer, c'est quand même plus agréable. Juste un nécessaire minimum de toilette, deux, trois médicaments quand même. Donc des choses comme ça, en fait, un peu un matériel de rando ultra léger, on va dire. Puisqu'on l'idée c'est quand même d'optimiser le poids.
C'est pareil, le sac est, bon, moi j'avais un sac Red Light, un Aventure 40 litres, qui est vraiment très adapté quand même. C'est une des rares marques qui fait des sacs vraiment adaptés pour courir, ou ils ont pour au moins marcher vraiment vite, parce qu'ils sont quand même spécialement légers, et puis l'ergonomie est vraiment adaptée. Donc bon, voilà, là il y a ce genre d'équipement sur ces épreuves ou ces défis vraiment particuliers, mais après c'est vrai que déjà sur les ultra trail, il y a quand même en général une liste d'équipements obligatoires qui vous oblige quand même à prendre un sac, alors que là plutôt en général entre 5 et 20 litres, ça suffit en général, puisqu'il faut quand même un minimum une veste coupe-vent, souvent maintenant c'est un Gore-Tex obligatoire, il demande souvent un pantalon aussi dans les conditions montagne en Gore-Tex. Donc il y a quand même tout un équipement obligatoire sur les courses, au moins en France et en Europe, hein, beaucoup moins aux États-Unis, mais c'est un peu différent à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un matériel à prendre en compte, et également, et je pense qu'il faut le prendre en compte à l'entraînement, à savoir apprendre aussi à courir avec un sac, parce que c'est quand même une contrainte supplémentaire, à la fois pour le dos, et puis à partir d'un certain poids, ça a quand même tendance à changer les appuis. Donc il faut s'entraîner avec aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens de courir avec un sac sur le dos et comment tu t'hydrates? T'as également une petite une bouteille ou une poche avec un tuyau où tu remplis ta poche d'eau, etc. ou de produits énergétiques. Comment tu fais pour t'hydrater et qu'est-ce que tu ressens avec un sac pour courir? Alors le sac, ouais, ça reste quand même une contrainte, hein, même avec l'habitude et tout, on est quand même toujours content de pouvoir courir sans. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un instrument un peu indispensable quand on part longtemps, et puis sur les compétitions également. Moi, j'ai tendance plutôt à m'hydrater avec des bidons. Ouais, moi j'aime mieux boire avec des bidons plutôt qu'une poche à eau, parce que déjà on voit mieux ce qu'on boit, on a plus conscience de son hydratation. Le geste me paraît plus naturel de boire dans un bidon plutôt que de téter en fait au niveau des poches à eau. Et puis souvent, c'est vrai que quand on part dans des pays un peu lointains, un peu compliqués, on va dire, les poches à eau, ça a quand même souvent tendance à se percer, donc c'est quand même beaucoup plus fragile. Donc c'est vrai que le bon vieux bidon, voire la bouteille d'eau, ça me paraît mieux finalement. D'accord. Donc, et concernant le budget pour avoir l'équipement que tu nous as évoqué juste avant, c'est quel tarif à peu près? C'est relativement variable selon les marques et tout ça, mais un bon sac de trail, ça coûte quand même dans les 60 euros en moyenne, on va dire. Et du volume et des marques aussi, hein, mais ouais, faut compter dans les 60 euros, effectivement. Donc c'est vrai que l'équipement trail est relativement plus cher qu'un équipement de course à pied classique, parce que bon, il y a quand même souvent, bon après, la base c'est quand même, ça reste le short, les t-shirts, les baskets, qui sont pas plus chers, hein. Les modèles trail sont à peu près équivalents aux modèles course à pied classique, hein. Donc on est dans les 100, 150 euros. Et après, c'est vrai qu'il faut souvent rajouter du coup une veste Gore-Tex, deux, trois éléments comme ça qui peuvent un peu augmenter le budget, et voir aussi les bâtons qui sont quand même souvent utiles dans les courses longues en montagne. Mais bon, ça, une paire de bâtons, c'est pareil, c'est dans les entre 60 et 80 euros pour les bons produits. D'accord. Donc, grosso modo, un sac à 70 euros plus une paire de bâtons à 60 euros. Ouais, c'est ça. Par rapport à un équipement classique de course à pied. Ouais. D'accord. Et concernant ta paire de running, ta paire de trail, tu la changes très régulièrement du coup. Oui, bon après c'est vrai que j'ai la chance par mon métier de tester pratiquement tout ce qui sort en modèle spécifique trail, donc c'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup à ma disposition. Donc ça me permet aussi d'alterner un peu les modèles et les sensations d'entraînement, ce qui est plutôt bien. Je peux courir avec des chaussures minimalistes et puis le lendemain avec des chaussures oversize. Donc ça c'est plutôt bien, mais c'est vrai que ouais, il faut quand même les changer.
Bon, après, c'est pareil, ça dépend des marques, mais ça, à mon avis, la durée de vie moyenne de ce que je teste, ça dépasse très rarement 900 km, quoi. 900, c'est vraiment un maximum, je pense. D'accord. Alors que normalement, une paire de running, c'est plus entre 800 et 1200 km. Ouais, bon, enfin, on est à peu près dans cette tranche-là aussi, hein, mais D'accord, c'est le... voilà, quoi. C'est à peu près, je dirais, ouais, 900. Mais je pense que les running que j'ai testés sont... Bon, c'est vrai que si, sur un trail, il y a quand même l'abrasion du terrain qui va jouer davantage, donc ça peut avoir tendance ouais, avoir une durée de vie un petit peu plus courte. D'accord, ouais, c'est logique. En fonction de la surface, je pense que ça les use plus rapidement. Oui, tout à fait. Et concernant ton alimentation, qu'est-ce que tu manges au quotidien lorsque tu cours ces longues distances? Bah, en fait, moi, je mange à peu près normalement. Bon, c'est vrai qu'on a quand même tendance à avoir une certaine appétence pour les sucres lents et tout ça quand on fait des longues distances. Mais après, c'est vrai que moi, je m'adapte un peu aussi à ce que je peux trouver sur place pendant mes voyages, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours... je pense que les gens qui ont un régime alimentaire très très strict, et ils vont avoir du mal justement là pour le coup à faire des épreuves un peu partout dans le monde, parce qu'il faut s'adapter, quoi. En Mongolie, on mange pas forcément comme en Italie ou en France, et je pense qu'il faut avoir une capacité d'adaptation à ce niveau-là, quoi. Après, sur des efforts justement comme ça, moi j'ai pu constater un peu, notamment là lors de mon dernier défi là sur le Saint-Jacques, que le corps réclame tellement que finalement on peut lui donner à peu près tout. Les muscles sont tellement demandeurs qu'ils vont prendre tout de suite ce dont ils ont besoin, quoi. C'est un peu la constatation que j'ai faite. Alors après, bon, c'est vrai qu'il il faudrait idéalement manger pas mal de glucides et puis bon, conserver de toute façon quand même une alimentation la plus équilibrée possible. Je pense que c'est à peu près la clé pour pas avoir de trop grosses périodes de fatigue et puis tenir le coup, quoi. Ouais, exactement, parce que par rapport aux différentes courses que tu fais, le nombre de calories brûlées au quotidien doit être gigantesque, donc c'est clair qu'il faut quand même pas mal s'alimenter. Et Ouais, c'est ça, ouais. pour toutes les personnes qui nous écoutent ou qui sont effrayées à l'idée de faire de telle distance ou de telle course, quel message souhaiterais-tu lancer aux personnes qui auraient vraiment peur de faire un trail pour un petit peu qui dépassent leur peur et qui puissent se lancer dans les courses en nature? Alors moi je pense que justement il faut pas avoir peur, mais il faut y aller progressivement. Donc se fixer des objectifs qui soient réalistes et abordables, hein, quand même, dans un premier temps. Donc comme tu le dis, se lancer sur une petite course nature de 15 à 20 km au début par exemple. Ça peut être un beau challenge qui ensuite pourra vous amener à faire plus long. Mais je pense qu'en fait que il faut pas. Les coureurs ont tendance quand même à s'imaginer que plus c'est long, plus l'effort est démentiel et démesuré. Mais en fait, les courses très longues, l'effort est quand même d'une intensité beaucoup plus modérée. Donc c'est pas forcément plus dur qu'un marathon, qu'un 10 km ou qu'un semi-marathon, parce que on va également moins vite. Donc je pense qu'il faut l'aborder d'une façon assez tranquille aussi. Moi je vois pas mal de gens qui viennent de la rando ou de sport d'endurance pure, qui se lancent dans des trails et qui ont finalement moins d'appréhension à faire des très très longs efforts que les coureurs à pied qui viennent de la course à pied traditionnelle. Mais il faut quand même bien se dire que c'est quand même pas, on va pas reproduire un effort de la même intensité que ce qu'on fait sur un 10 000 ou sur un semi-marathon. Donc voilà, c'est un effort beaucoup plus doux, quoi. Ah j'imagine. Et si tu avais une course à conseiller pour débuter dans toutes les courses que tu as effectuées par le passé, quelle est la course qui t'a le plus plu? Alors, pour débuter, tu veux dire, Pour ou... Ouais. débuter ou même une course dans toutes celles que tu as fait à travers le monde entier qui t'a marqué et tu te dis Après, moi, c'est vrai que bon, celle-ci, il faudrait que je la conseille aux différentes personnes, c'est vraiment une course à faire.
Ah bah après, bon, c'est vrai que moi les courses au Népal m'ont particulièrement marqué parce que c'est le pays, c'est l'Himalaya, etc. Donc bon, évidemment je conseillerais à tous les gens qui peuvent et qui ont l'occasion d'aller courir là-bas de le faire. C'est vrai que cela dit, j'organise moi donc une course en octobre et novembre prochain qui est relativement accessible en Himalaya, hein, puis elle fait 80 km, on peut la faire en 2 jours. Dormir au milieu pour les gens qui sont les plus lents, et puis on fait un trek avant pour s'acclimater à l'altitude, donc pourquoi pas. Voilà, ça c'est l'Annapurna Ultra Mountain, c'est du 26 octobre au 7 novembre. Et vous avez 26 les octobre au renseignements 7 sur mon novembre blog. 2012. 2012, ouais, tout à fait. D'accord. Et également, tu as une grosse particularité, c'est que tu es également journaliste et du coup, tu peux écrire un petit peu ton expérience à travers des magazines comme Running Attitude, Génération Trail, etc. On peut te retrouver un petit peu partout sur les différents magazines de course à pied ou de trail. Ouais, bah tout à fait, ouais, c'est vrai que alors c'est une activité, avant je la faisais en parallèle d'un autre métier, et puis depuis depuis 3 ans c'est mon seul métier, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu l'aboutissement aussi de ma démarche et de ma passion, enfin en tout cas la suite logique d'un investissement, et puis voilà, une certaine chance, et puis beaucoup d'énergie aussi pour pouvoir faire ça, mais c'est vrai que ça me permet de partager un peu ma passion, mes expériences, mes voyages, mes découvertes, et puis mes courses aussi avec les lecteurs. Donc c'est vrai que c'est quand même un privilège, et puis voilà, ouais, c'est bien, quoi, c'est chouette. Ah exactement. Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez un jour vous lancer dans différentes courses, n'hésitez pas à contacter Sylvain, soit sur ton site sylvainbazin.com ou soit, Ouais, tout à fait. soit Ouais, oui, également, oui. n'hésitez pas à te contacter sur ta page fan Facebook pour que tu puisses un Oui, petit peu expliquer les réponses aux questions que certaines personnes pourraient se poser avant de se lancer dans le grand bain. oui, tout à fait, oui, avec plaisir. Ok, en tout cas, merci une nouvelle fois pour avoir accepté cette interview qui a été très enrichissante. Également, eh bien, il est fort probable que vous retrouviez Sylvain soit dans le magazine Running Attitude, Génération Trail, etc. Ou également, n'hésitez surtout pas à te retrouver sur ton site sylvainbazin.com pour que tu puisses encore nous donner un petit peu ton vécu et ton expérience des différentes courses que tu fais à travers le globe. Et oui, 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 bah là vous avez sur mon blog, ouais, il y a effectivement pas mal de récits, pas mal de choses. Donc vous pouvez aller faire une visite sur mon blog. Ouais. Ok. En tout cas, merci une nouvelle fois et je te dis Merci à toi, Maxence. à bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur Facebook ou sur Twitter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews et pour de nouvelles vidéos sur la course à pied. C'était Maxence Rigotier du blog courseapied.com.